Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous socio-économique. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le directeur général de l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP. Je cite le professeur Saint-Augustin Mwendambali, à qui je dis bonjour et bienvenue dans Incono Facile. Bonjour, mademoiselle Sandra. Voilà, professeur, vous êtes directeur général au sein de l'OCEP, qui est l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de vous en très peu de mots? J'aimerais pouvoir m'effacer. Merci pour l'opportunité que vous me présentez de pouvoir m'adresser à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Si j'exclus l'individu que je suis, j'aimerais tout simplement vous dire que je suis un agent public de l'État. Ne regardez pas les titres de directeur général, ce sont des fioritures. Alors, je suis agent public de l'État qui a reçu mandat. Donc, c'est un agent public de l'État qui a reçu mandat de travailler pour les comptes de l'État, d'exercer une activité pour les comptes de l'État, et il est payé par l'État. À ce titre, on m'a confié la charge de dirigenter, de piloter une structure de l'État qui est un établissement public de l'État, l'OCEP, c'est-à-dire l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Cet établissement public de l'État, qui est né en 2002 sous la dénomination de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, c'est pour vous montrer déjà que la structure a connu une mutation, une transformation. Il a été piloté par la réforme, faisant d'elle un établissement public de l'État qui a pour mission essentielle de moraliser la gestion de la chose publique au sein des institutions publiques et de l'État et auprès de 17 catégories socio-professionnelles d'agents publics de l'État, en commençant par le président de la République, qui est le premier agent public de l'État attitré, suivi de membres du Parlement, les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale, ambassadeurs, chargés des missions diplomatiques. Alors, voilà tout autant les catégories qu'on appelle catégories d'agents publics de l'État. Il y en a 17, jusqu'aux huissiers. Même ceux qui travaillent dans les entreprises de l'État sont appelés agents publics de l'État parce qu'ils travaillent pour les comptes de l'État et ils sont rémunérés par les trésors publics. Voilà la définition de l'agent public de l'État dont s'occupe l'OCEP. Vous venez d'élaborer le rôle principal de l'OCEP. Est-ce qu'au vu de la situation sur terrain, êtes-vous convaincu que votre structure joue très bien son rôle? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour m'apprécier moi-même, pour pouvoir m'auto-évaluer. Néanmoins, je peux vous avouer que la tâche n'est pas du tout facile. Exactement. Nous avons été investis d'une mission consistant à lutter contre les antivaleurs auprès des agents publics et de l'État. Antivaleurs par antivaleurs, j'attends la méconduite professionnelle, l'insubordination, l'indiscipline, l'absence de courtoisie, la corruption. Alors voyez-vous, ce sont des valeurs auxquelles les gens s'attachent facilement suite à leur facilité de pouvoir répondre aux besoins immédiats de l'homme. Vous savez que là où il y a les lois, les gens sont réticents et les gens ont toujours tendance à pouvoir dévier les lois, pouvoir les vivre dans les antivaleurs et ainsi faire échec à l'organisation d'une structure, d'une entreprise, d'une organisation. Alors on a dit, pour permettre à notre pays d'être un pays vivable,
un pays où le climat des affaires se porte bien, un pays où le citoyen a le sens élevé des responsabilités, des redevabilités et surtout de l'amour du travail bien fait, il fallait instituer cet organe pour pouvoir les accompagner, les encadrer dans leurs tâches quotidiennes. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de pouvoir lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, mais nous n'avons pas le choix. Nous partons d'un principe simple qui dit un État qui ne met pas l'éthique au centre de sa préoccupation est comparable à un corps sans vie. Voilà, professeur, vous venez d'élaborer, tant soit peu, ce qui est d'intéressant, d'important. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder plus dans tout ce que vous venez de dire, mais on va parler plus des retombées qui causent la corruption. Professeur, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques conséquences néfastes qui causent la corruption? Il est vrai, je félicite d'abord l'approche qui est la vôtre, mademoiselle Sandrine, du fait que quand les gens abordent les antivaleurs et spécialement la thématique de la corruption, ils ont l'habitude de définir ces concepts. Vous voyez qu'en définissant ces concepts, juste les gens vont s'en approprier la signification. Alors, dans votre démarche, il y a une certaine originalité. Merci. Parce que vous voulez qu'on parte des conséquences d'un phénomène Exactement. quelconque, qui est difficile à définir de prime abord. Et dès que nous aurons découvert les conséquences du phénomène, nous pourrons nous hasarder pour nous poser des questions sur la signification exacte du mot. Okay. Parmi les conséquences de la corruption, je vais vous dire tout simplement, un pays qui est miné par la corruption, ou un État, c'est un État qui vit en déséquilibre entre ses moyens de fonctionnement et les besoins, c'est-à-dire les moyens qui peuvent lui permettre d'atteindre, de réaliser les besoins, ne seront jamais au rendez-vous. Puisque on dit qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Les agents de l'État se servent à la cuisine, de manière à ce que quand l'assiette arrive sur la table des invités, il n'y a plus rien. Soit il y a un morceau pour 10 personnes. Alors, voyez-vous, vous avez invité tout un tas de personnes pour participer au repas, 10 à 20 personnes, mais vous n'avez qu'un morceau sur la table pour pouvoir vous partager. Vous risquez de décevoir vos invités, vos hôtes. Et c'est la même chose avec la corruption. L'État est là. Il vous donne des missions pour travailler, pour exécuter certaines tâches régaliennes qui lui soient appropriées. Mais au lieu de réaliser ces tâches, l'argent, au lieu de le cheminer vers la caisse du trésor public, vous vous permettez tout simplement de l'utiliser à des fins personnelles. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur le concept de fin personnelle. C'est là où déjà nous allons dégager la différence existante entre une pratique qui vise l'intérêt général et une pratique qui vise l'intérêt personnel. Quand c'est l'intérêt personnel qui est visé, c'est-à-dire l'agent vise son bien-être social, sa famille, ses enfants et son village, oubliant qu'il est là pour exécuter une tâche d'intérêt collectif, là, nous entrons dans les pratiques déjà de la corruption, qui est une dégradation, vous le verrez bien, dégradation des valeurs qui sont supposées acceptées et partagées par tous au sein d'une communauté. Et vous, au lieu de vous référer à ces valeurs, vous préférez utiliser ces valeurs à des fins personnelles. Première conséquence, l'État sera privé de ses moyens de subsistance. L'État ne pourra pas payer ses fonctionnaires. L'État ne pourra plus préparer ou réfectionner les routes, construire des écoles, construire des hôpitaux, payer le médecin. Donc l'État va se retrouver dans une situation de non-État. Un État qui ne vit que de non. Donc la conséquence mais un État voyou. La conséquence majeure serait
dans Dans le sous-développement. l'économie nationale. Oui, dans l'économie. L'économie sera une économie qui est tout simplement Et puis les bousillée, pays restent sous-développés par rapport à ces sous-développement. actes-là. Donc la corruption sape les efforts des États. La corruption entraîne les inégalités sociales, puisqu'il y a des gens qui auront plus et d'autres moins. La corruption accentue la pauvreté. Ça, vous le savez, c'est Kofi Annan d'ailleurs qui avait donné ces caractéristiques de la corruption. La corruption également entraîne la criminalité. Là où il y a la corruption, sachez que des règlements de comptes ne manquent pas. Exactement. Hein, ne manquent pas. Donc la corruption joue un rôle très néfaste pour le développement d'un pays. Les objectifs de développement durable ne pourront jamais être atteints. Les problèmes de genre s'aborder ou saboter, parce que là, c'est celui qui a l'argent qui gagne. Les inégalités sociales, la justice qui fonctionne à double vitesse, la justice des riches et la justice des pauvres. Les pauvres n'ont pas droit à revendiquer leurs droits, permettez-moi la tautologie, tout simplement parce que le plus fort achète les jugements, achète le verdict des juges. D'ailleurs, un langage célèbre des magistrats ces derniers temps dit tout simplement ceci: quand vous avez un dossier de deux condamnés, vous devez vous prononcer là-dessus pour les départager. Il faut être du côté de la raison. Que signifie être du côté de la raison? Être du côté de la raison signifie tout simplement se pencher du côté de celui qui a le moyen, celui qui a l'argent. On ne plaide pas pour rien, on ne prononce pas de jugement pour rien, c'est pour en tirer des profits individuels. Encore les concepts individuels, encore les concepts personnels arrivent. Donc, d'une manière générale, voilà les tableaux sombres d'un pays qui est miné par la corruption. L'économie sera par terre. Au lieu d'acheter un jouet qui n'a pas payé la douane à 2 $, tu vas l'acheter à 20 $. Malheureusement. Au lieu d'avoir un transport, toujours là où il y a la corruption, parce que les policiers de roulage n'auront pas fait bien leur travail, au lieu de sanctionner un policier, un chauffeur de taxi qui fait le demi-terrain, bon, puisqu'il a fait des arrangements avec les policiers de roulage, on va le laisser fonctionner, moyennant toujours quelque chose. Conséquence, c'est le peuple qui en souffre. La course qui pouvait revenir à 1000 francs, vous payez pour cette course 2000 francs à 3000. Est-ce que tout le monde est en mesure de pouvoir avoir cet argent chaque jour, surtout pour les fonctionnaires qui doivent travailler, les fonctionnaires qui doivent faire des va-et-vient entre leur service et la maison? Et sont-ils en mesure, avec le petit salaire qu'ils touchent, à mesure de pouvoir nouer les deux bouts du mois? Conséquence, il va sécher le travail, n'est pas aller au boulot. Et quand on ne va pas au boulot, c'est-à-dire on vague contre la production, c'est un mouvement contre-productif. Quand vous n'allez plus au boulot, qui va faire les tâches de l'État? Qui va exécuter les tâches de l'État? Parce que tout simplement, vous avez manqué de transport. Et si vous arrivez à y descendre, à y aller, vous rançonnez la personne qui est venue demander l'attestation de naissance ou qui est venue demander son passeport. Le passeport, au lieu de coûter 100 $, il va maintenant revenir à combien? À 150 250 même. Voilà, conséquence autant. Dans les hôpitaux, il y a des taux élevés de mortalité. Les enfants n'accèdent plus aux médicaments, ou les agents, la population. Conséquence, une petite maladie derrière emporte les enfants. Taux de natalité élevé du côté des mamans également. Quand les femmes accoucheuses osent demander de l'argent pour s'acquitter de leur mission, les bébés risquent de mourir. Et surtout des médecins qui n'osent pas pouvoir soigner à contrepartie, donc sans respecter le serment d'Hippocrate. Ces médecins laissent les gens mourir comme ça parce qu'ils n'ont pas donné quelque chose à contrepartie. Soit ils les envoient dans les officines où les consultations coûtent cher,
où les médicaments piqués de caisses de l'État, des officines de l'État, sont vendus maintenant dans des officines privées de médecins. Alors voilà autant d'exemples qui montrent que là où il y a la corruption, c'est le pays qui connaît un dysfonctionnement généralisé. Sur le plan de la politique, c'est presque une société morte. Une société morte, au point mort. Voilà. Au point mort. Où les gens qui savent sprinter peuvent vivre, les gens faibles qui ne savent pas sprinter, qui ne savent pas voler, parce que la corruption aussi, c'est le détournement des biens de l'État, des deniers publics. Oui. Alors, vous voyez, autant. Donc, la corruption entraîne vraiment beaucoup de conséquences. Des enfants qui ne sont pas bien formés, parce que les enseignants exigent de l'argent. Et on va lancer sur le marché de médecins qui risquent de vous laisser les bistouris dans le ventre au cours d'une opération. Autant de conséquences qui montrent que la corruption, c'est vraiment l'ennemi, le grand ennemi du développement. Voilà, professeur, existe-t-il un protocole que vous suivez pour détecter un acte de corruption dans l'administration publique? Nous avons une stratégie nationale qui a été effectivement recommandée par le gouvernement. On ne peut pas lutter contre la corruption sans avoir une stratégie nationale. Pour lutter contre la corruption, il faut connaître d'abord les différentes formes de la corruption. Alors, il y a la petite corruption, la corruption de la bureaucratie, 2000, 3000. Mais 3000 fois 1000, ça fait combien? Tu as de l'argent. La petite corruption, elle est toujours une corruption. Elle est dangereuse aussi comme la grande corruption. Et à côté de la grande corruption, c'est ce qui se calcule en termes de quoi? En termes de pourcentage. Dit 50-50. Dans cette opération, c'est gagnant-gagnant. Toi, tu me donnes 50%, moi aussi, je prends 50%. Ça, c'est la grande corruption qui affecte sérieusement le développement industriel du pays. Et ça se trouve dans le monde des affaires, des gens qui ont des marchés, des gens qui ont leur structure commerçante éparpillée partout. Ça peut être dans les minéraux, ça peut être dans le système de services d'eau potable, ça peut être au niveau de l'électricité, donc à tous les niveaux. Et surtout, je le dis bien, dans les secteurs miniers. Hein, vous savez, on a vendu tel espace des terres, un lopin de terre, pour 10 000 $, supposons. Mais 2 jours après, on découvre qu'il y avait les diamants. Bon, l'État dit, est-ce que je vais acheter cette surface, la surface à 20 000 $, et quand vous achetez à 20 000, vous allez revendre à 200 millions de dollars. Vous comprenez? Et le pays, ainsi ses biens se trouvent ainsi bradés par ses propres fils et par les gens qui viennent chercher, parce que chez nous, il n'y a pas de contrôle, parce que chez nous, il n'y a pas d'autarcie, il n'y a pas de rigueur dans la gestion de la chose publique. Mais étant que directeur général de l'Observatoire, qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent la société en général, la société du monde et puis congolaise en particulier? Je vous ai dit que nous avons la stratégie nationale qui nous montre déjà comment il faut attaquer la corruption à 3 niveaux. Il y a au niveau de ce qu'on appelle axe de prévention. Il y a aussi l'axe de détection-investigation et l'axe de répression. Nous avons mené des enquêtes. Nous avons au niveau du conseil de discipline, nous avons le code de conduite de l'agent public de l'État, que j'ai oublié d'amener ici, qui nous permet d'abord de façonner un agent public de l'État issu de la réforme actuelle. Il s'agit d'un agent public de l'État consciencieux, travailleur, motivé, courtois et discipliné. Ce code de conduite est vulgarisé auprès de tous les agents publics de l'État de manière à leur montrer la voie à suivre pour éviter les antivaleurs et comment combattre les antivaleurs. Il y a le conseil de discipline de l'administration publique parce que l'OCEP est une structure du ministère, donc il est sous tutelle des ministères de la fonction publique
modernisation et innovation des services publics. Alors là, le conseil de discipline tranche sur les cas des récidivistes et prononce les sanctions allant des blâmes jusqu'à la révocation. Et dès que nous avons découvert que les preuves sont suffisantes, qu'est-ce que nous faisons? Nous transférons les cas, nous faisons une saisine de justice. Et la personne est transférée devant les cours et tribunaux pour répondre de ses actes. Donc il y a un règlement administratif qui blâme, qui condamne, qui corrige, qui sanctionne sévèrement toute pratique de corruption avant d'envoyer les dossiers dans les officines de justice. Parlons un peu de la récompense. Est-ce qu'il y a une récompense pour la personne qui dénonce l'acte de la corruption au sein de votre structure qui est l'OCEP? La loi financière, et pour, c'est général. Et pour protéger cette personne-là, qu'est-ce que vous faites pour protéger la loi des la finances personne? publiques prévoit la prime d'aviseur pour toute personne qui dénonce une pratique qui allait faire perdre de l'argent à la République. Il y a une prime, je ne sais pas si elle varie entre 10 et 20, pour un cas de délation que vous avez assumé, que vous avez documenté. On peut juste vous donner une petite contrepartie parce que vous avez permis à l'État congolais de ne pas perdre son argent, ses économies. Ok. Donc ça, c'est une étape. Alors vous dites que les mesures de protection existent. Il y a une loi que nous avons introduite. Déjà l'article 16, je crois, du code de conduite. Le code de conduite prévoit déjà la protection de l'agent public et de l'État. Protection du point de vue physique et protection du point de vue salarial. Il faut qu'il soit bien payé. Physique, c'est-à-dire celui qui a dénoncé mérite davantage de protection. Alors, il y a la loi 05 barre 006 de mars 2005, le 29 mars 2005, qui dit à son article 149 quinqui, cette loi modifie et complète le code pénal de 1940. À son article 149 quinqui, cette loi dit ceci à substance. Si vous dénoncez un acte de corruption, vous ne pouvez pas être poursuivi pour dénonciation calomnieuse parce que vous l'aurez fait avec de bonnes intentions de sauver la République. Et cette loi dit que même si on vous accuse pour calomnie ou quoi, vous ne serez jamais poursuivi. Donc voilà déjà une grande protection. À côté de la prime qu'on peut donner aux agents qui dénoncent les pratiques de corruption. Voilà, professeur, nous sommes plus attardés dans la corruption. Parlons un peu de l'éthique professionnelle. Selon vous, est-ce que cette notion existe-t-elle vraiment dans le mental de l'agent public congolais? Le concept d'éthique a de la peine à envahir l'espace mental de l'homme congolais parce qu'il ne comprend pas l'importance. Alors, peut-être ici, je pourrais passer par un simple cas d'illustration avant de définir le mot éthique. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits du jardin, excepté le fruit, l'arbre se trouvait au milieu du jardin. C'était un pommier. Si vous en mangez, donc l'arbre interdit, vous connaîtrez la mort. C'est pas ça? C'est ça. L'homme a été prévenu. Mais Dieu, pour montrer que son intervention, d'abord sa recommandation, sa décision, son instruction est de l'ordre éthique, de l'ordre moral d'abord, commence par là. Il n'a pas dit mangez de ça et laissez ça. Il n'a pas conjugué son mot, son ordre sous un mode impératif. Il a dit, les jours où vous en mangerez, vous connaîtrez les conséquences
qui vous attendent. OK? Ok. Alors, Dieu est parti directement. Vous avez compris? Pour aller se reposer. Il les a laissés là-bas. Donc, Adam et Ève étaient libres de manger ou de ne pas Manger. Ils ont fait un choix, ils De ont mangé. Ça, c'est un ordre qui est moral. La morale est une science qui nous permet de distinguer le bien et, le mal. Sans plus. Voilà le mal, voilà le bien. C'est à vous de faire votre choix. L'éthique maintenant vient. Moi, je ne vous permets pas seulement de distinguer. Je dis, regardez la voie qu'il faut suivre. C'est ça. Suivez cette voie qui va vous conduire vers la découverte du bien. L'éthique vous oriente, vous suggère, vous conseille la voie à adopter. Vous avez compris? Oui. Donc l'éthique, c'est un ensemble de valeurs morales, de principes, des règles et des normes qui guident le comportement de quelqu'un dans l'exécution de ses missions. C'est ça sur le plan professionnel. Dans une société comme la nôtre, il y a aussi le fonctionnement de l'éthique. Il faut dire toujours bonjour aux adultes. Mais vous êtes libre de dire bonjour ou pas, c'est pas ça? C'est ça. Mais l'éthique conseille de dire, un enfant, quand tu vois un adulte qui arrive et qui n'a pas de place, libérez votre place, libérez votre chaise, permettez à l'adulte de s'y mettre. Comme aussi, dans l'éthique sociétale de la société bantoue, même un peu partout au monde, il est interdit de se livrer aux pratiques d'inceste. C'est-à-dire faire l'amour avec sa propre fille, avec son propre fils, avec son propre frère. Ouais. OK? C'est ça l'éthique. On vous dit, c'est pas bien de faire l'amour avec son propre frère ou bien avec son propre papa, parce que ce n'est pas conforme aux us et coutumes régissant notre société. Ce n'est pas conforme aux habitudes, aux mentalités que nous prêchons dans la société. Il y a un certain nombre de lois qui ont été cooptées par la société, qui disent tout simplement, voilà la conduite qu'il faut adopter, et si vous partez en dehors de cette conduite, vous êtes en dehors des normes sociétales. C'est pas ça? C'est ça. C'est comme j'ai donné l'exemple d'éthique. Un certain nombre de lois adoptées par tous, acceptées et partagées par tous, ces lois-là deviennent des piliers de conduite de l'homme au sein de la société. Alors, cet ensemble de lois, de principes et normes s'appelle éthique. OK? Ouais. Là, c'est l'éthique. L'éthique vise plus le comportement. Et il y a deux sortes d'éthique. Il y a une éthique des convictions qui repose sur le respect des interdits. Interdits. Voilà un nombre d'interdits qu'il ne faut jamais violer. Tuer quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas ça. Tuer quelqu'un, c'est pas bon. Mentir, donner un coup à quelqu'un innocemment, voilà. Cette éthique des convictions s'adresse à la raison. Et ça vous fait peur. Si je fais ça, je risque d'être arrêté, sanctionné. Ouais. En dehors de cette éthique qui vous est imposée par la société, il y a une autre éthique qui s'adresse essentiellement à votre conscience personnelle. Vous êtes un homme, vous dites, si je fais du mal à tel monsieur, je vais le blesser. J'ai tué ce monsieur-là. Sa famille va rester orpheline. C'est pas ça. C'est ça. Sa femme sera veuve. OK? Les enfants ne pourront plus étudier. Vous-même, au niveau de votre conscience personnelle, vous regardez les conséquences que l'acte que vous posez peut entraîner dans le chef de l'autre. C'est ça qu'on appelle la philosophie de l'empathie. Donc, c'est-à-dire vous vous transportez dans le corps de l'autre pour vivre les douleurs qu'il est en train de vivre, d'expérimenter suite à un acte que vous avez posé. Alors quand vous voyez ça, vous dites non. Un exemple très simple,
il y a un bandit, un délinquant qui poursuit des enfants pour pouvoir les tuer. Et les enfants se réfugient dans la maison, dans ma maison ici, derrière moi. Et le délinquant vient, il dit, ah dit, les enfants sont entrés ici, vous les avez vus? Vous vous dites, vous savez que les enfants sont là, mais vous ne les dévoilerez pas. Vous pesez les conséquences de votre acte. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, c'est la conscience qui vous permet d'établir ce jugement et de dire non, ces enfants, je ne les ai pas vus. Donc, nous punissons, nous sanctionnons. Et il y a des gens qui ont été révoqués, comme d'autres là, qui sont déjà révoqués, puisqu'on les a mis dans leur service d'origine. Sur une échelle de 100, vous donnerez combien? Pour mes côtés, oui. Moi, je ne suis pas moins de 60. Ah, voilà. Voilà, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, professeur. Pour finir, quel est votre message, votre mot de la fin? Mot de la fin à l'endroit de nos téléspectatrices et téléspectateurs, surtout à l'endroit des agents publics de l'État et aux usagers de services publics de l'État. J'ai commencé par une phrase clé: un État sans éthique est un corps sans vie. L'éthique, c'est le poumon de l'État. L'administration aussi, c'est le poumon de l'État. Si ce poumon n'est pas aéré, ne remplit pas bien ses fonctions, l'homme peut être asphyxié. Vous avez compris? Il peut mourir de mort subite. C'est la même chose pour l'État par rapport à l'administration. Un État qui ne met pas au centre de son administration le respect rigoureux des règles éthiques est un État qui ne peut pas accomplir ses missions régaliennes. Parce que ça sera la loi de la jungle. Parce que tout le monde qui va se comporter comme un chef, les disciplines étant généralisées, aucune production ne peut être au rendez-vous. Voilà pourquoi c'est l'État congolais ne parvient pas à réaliser ses recettes, ne parvient pas à avoir un budget substantiel, tout simplement parce que les gens ont opté pour le langage du type qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. On ne contrôle pas la bouche de la personne qui décortique les arachides, ou tout simplement la chèvre broute est là où elle est attachée. Hein, c'est pas ça? C'est ça. Ou on ne peut pas encore contrôler le main ou la bouche de la personne qui cueille du miel. On ne peut pas s'empêcher de lécher les doigts qui cueillent le miel. Voilà. Donc cela entraîne ce qu'on appelle, le professeur Moukoko a utilisé le thème du coulage des recettes. Au lieu que la production, au lieu que les résultats de la production soient véhiculés vers les caisses du trésor public, alors ces résultats, ces dividendes sont exploités par les individus à leur fin personnelle, d'où la définition de la corruption. La corruption, c'est un habit d'exercice du pouvoir ou de toutes les positions dominantes à des fins personnelles, au détriment de l'intérêt général. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que j'ai reçu sur ce plateau le directeur général de l'Observatoire de la corruption et de l'éthique professionnelle, le professeur Saint-Augustin Mwendavali. Merci de nous avoir accueillis chez vous, professeur. Merci, madame Sandrine. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.